et bienvenue dans votre émission Interview. Interview, c'est la rencontre de différentes personnalités, des femmes, des hommes, de différents niveaux, on va dire différentes professions. Et aujourd'hui, donc, j'ai une invitée spéciale, une grande dame, je dirais, une très, très grande dame qui nous vient de loin. Elle nous vient de Lomé, au Togo. Bonjour Cathy Crucy, comment ça va? Bonjour Inda, merci de me recevoir, ça fait plaisir de vous retrouver. C'est vrai, hein, ça fait longtemps. Hein. Ça fait très longtemps, oui. On a travaillé ensemble sur Vox Africa à Paris. Oui, on a fait plein de projets ensemble. On a été main dans la main pendant de très nombreuses années sur beaucoup de projets. Exactement. Et puis effectivement, moi j'ai fait le choix de quitter un peu la France et d'aller au Togo. Ouais. Et ça me fait un grand plaisir de pouvoir vous retrouver, Inda. Alors, vous avez travaillé sur M6. Oui. Vous avez travaillé à Vox Africa, oui. Donc une dizaine d'expériences dans le domaine de la télévision. Oui, une dizaine d'années d'expérience. Effectivement, j'ai fait à la fois des émissions en direct comme dans M6 Boutique. Alors c'était un programme un peu particulier, mais en plus après j'ai réussi à travailler pour un groupe de médias panafricains basé en France qui s'appelle Vox Africa. Pour lequel on a eu des projets communs et qui m'ont permis vraiment de pouvoir étayer mes connaissances et mon savoir-faire. Et puis maintenant, voilà, je suis à la réalisation d'émissions. Exactement, réalisatrice. Comment on passe justement du statut animatrice, présentatrice d'émissions sur Vox Africa et puis M6 à réalisatrice? Alors, c'est parti du fait que je suis curieuse. Très curieuse de tout. Au départ, on est présentateur, animateur. Bon, alors on s'installe derrière une caméra, on parle, etc. Et puis après, on a un peu envie de faire des émissions, j'allais dire collégiales, avec plein de petits sujets. Et donc, je commandais les sujets souvent au JRI ou au cadreur, au réalisateur. Et puis, j'avais jamais vraiment ce que j'espérais. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, et pourquoi pas passer derrière une caméra? Donc, je filmais et je donnais, vous savez, la carte SD, c'est-à-dire tous les rushs, je les passais au réalisateur, au niveau du banc de montage. Et puis, il y avait encore cette volonté de faire à ma sauce. Et c'est l'expérience qui a fait que j'ai pu commencer à monter. Et finalement, je suis passée devant la caméra, derrière la caméra, avec le plus grand bonheur. Parce que je fais maintenant ce que je souhaite en ayant acquis toutes ces expériences de télévision et qui me permettent de faire des choses plutôt pas trop mal. Ça va. Je vois ça. J'ai regardé les reportages. J'aimerais savoir pourquoi l'Afrique? C'est la question qu'on me pose très souvent, Inda. Pourquoi l'Afrique? Je crois que l'Afrique est née en moi. Et que je suis née aussi en Afrique. Alors, je suis française, vraiment de père et de mère, de souche. Et je crois que c'est mes amitiés d'enfance qui m'ont dirigée beaucoup vers l'Afrique. Alors, j'avais des amies mauritaniennes ou antillaises à l'école. Et donc, j'ai tout de suite été baignée, en fait, dans cet univers afro-caribéen. Et puis, il y a eu un long moment où j'ai été exclusivement en France. Et puis après, le chemin est revenu vers l'Afrique et j'ai toujours en moi cette âme africaine. Et pour moi, c'est un terrain... Alors, on dit terrain de jeu, on peut appeler ça terrain de jeu, mais c'est un vrai terrain, un vrai terreau d'expérience, de savoir-faire, de talent qui font que je me sens... moi-même en Afrique. Vous avez une très belle tenue en tout cas. Oui, alors ça c'est, je vais faire un petit dédicace au talon africain, notamment un ami qui fait lui-même son tissu. D'accord. Alors c'est du batik, c'est du tissu coton qu'on teint, on passe comme le système batik comme on connaît, et c'est lui qui fait ce tissu-là et il m'habille. Donc j'ai une grande chance de pouvoir porter une partie de l'Afrique sur moi en étant ici en Europe. C'est super en fait, c'est super. Et la différence entre le batik et le wax? Alors, le batik, c'est vraiment du tissu qui est traditionnel, qui est teinté, qui est fabriqué un peu artisanalement. Le wax, c'est aussi du tissu, bien sûr, coloré, avec des motifs qu'on connaît, motifs africains, avec des fleurs, etc., mais qui, lui, est fabriqué en usine essentiellement, dans les premiers temps, en Hollande, et ramené en fait avec des tissus, des motifs africains commandés justement à Lomé au Togo. C'est vraiment la capitale du wax. Et donc en fait, c'est ce qui fait la particularité de ce wax, c'est d'être imprimé
mais ne pas être particulièrement africain. Alors que celui-ci, oui. D'accord. Alors, je sais que vous êtes vraiment une femme engagée pour le vivre ensemble, pour justement tout ce qui est l'éveil des consciences, le rassemblement des cultures. Parlez-nous un peu de vos expériences en Afrique. Comment ça se passe? Ou est-ce que vous avez une anecdote? Surtout que vous, justement, vous présentez ou vous produisez l'émission Destination Culture. Vous pouvez nous en parler? Alors oui, Destination Culture, c'est une émission documentaire reportage qui permet de mettre en valeur en fait les talents et les savoir-faire. D'accord. Alors essentiellement africain, puisque la plupart du temps je suis quand même en Afrique, sur le continent, et donc l'objectif c'est d'aller à la rencontre de personnalités, de talents, ou même tout simplement du patrimoine vivant, hein, que ce soit la gastronomie, que ce soit, je sais pas, comment on fait une poterie, etc., et des personnalités, de les mettre en évidence et finalement de mettre en évidence un talent. Ce patrimoine n'est pas forcément pour les autres. C'est pas à volonté ou à vocation touristique, mais c'est simplement pour que chacun se dise ah ouais, en fait on a du talent, on a quelque chose en nous et c'est vraiment fait pour la valorisation de soi. C'est ça ce que j'allais dire. Et c'est important parce que ça rentre dans le vivre ensemble. Parce que quand on va quelque part, et alors au Togo, puisque moi je suis quand même on va dire presque togolaise, en tout cas togolaise de cœur. Au Togo, vous avez plusieurs ethnies et ce qui est très très impressionnant et ce que j'apprécie particulièrement là-bas, c'est que les religions sont présentes, mais elles ne sont jamais en confrontation. C'est-à-dire que vous pouvez aussi bien avoir des églises chrétiennes, évangéliques, et puis des mosquées qui sont bien sûr l'église catholique chrétienne et le monde musulman sont les principales religions du Togo. Bien sûr, il y a d'autres religions, vaudounes, etc. Mais elles sont en accord l'une avec l'autre et chacun vit sa religion sans empiéter sur la chacun liberté. Se respecte, il y a la tolérance, il n'y a pas de... Et c'est ça que j'admire vraiment particulièrement au Togo, c'est en fait chacun vit sa vie et il y a en fait ça s'entremêle, ça s'enrichit les uns avec les autres et c'est ça qui fait vraiment la valeur d'un pays. C'est quand les uns et les autres peuvent vivre en harmonie. Voilà, vivre en harmonie. Il y a des synagogues ou pas? Alors, assez peu. C'est vrai qu'il y a moins de présence juive en Afrique en général. Au Togo, je ne peux pas vous dire précisément s'il y a des synagogues. Vraisemblablement que oui. Mais bon, c'est vrai que prioritairement, c'est... majoritairement les dans églises, le nord du pays, c'est plutôt les mosquées et vers le sud, plutôt les églises évangéliques. Vous avez parlé de vaudou. Oui, alors le Togo et le Bénin sont des pays frères de cette partie de l'Afrique de l'Ouest, où effectivement, eh bien, la religion vaudou est très présente. C'est une des religions primaires, en fait, du culte primaire en Afrique. Et souvent, d'ailleurs, on entremêle un peu les religions, en tout cas c'est assez amusant parce que en fait chacun vit sa religion à sa façon. On peut mettre un petit peu de vaudou dans sa religion chrétienne. Oui, il y a un mélange de culte. En fait, quand on entend le mot vaudou, des fois ça fait peur, on ne connaît pas. Mais c'est quoi exactement? Alors la religion vaudou, c'est une religion ancestrale de cette région de l'Afrique. D'accord. Et en fait, c'est une religion animiste, hein. C'est un culte aux ancêtres, aux divinités, et alors évidemment il y a cette partie sorcellerie. Oui, c'est ça. On entend plus le côté. Mais c'est vraiment plutôt une ode à la nature. On respecte des divinités qui sont par rapport à tout l'environnement, que ce soit la terre, l'eau, le ciel, etc. Et effectivement, on peut y avoir quelques petites choses qui peuvent être un petit peu effrayantes, mais non, il n'y a strictement rien de ce qu'on voit surtout à la télévision, parce que bon, c'est surtout les films, la télévision avec les poupées là et les aiguilles. Oui, non, pas du tout. Alors, effectivement, ça peut arriver, mais une religion qui est bien vécue, elle se fait toujours de façon positive. C'est ça. Alors, parlez-nous un petit peu de cette émission Destination Culture. Quel est le plus beau? Bon, je suis sûre, vous allez me dire que n'importe quel reportage est beau, mais est-ce qu'il y a réellement un reportage qui vous a marqué le plus?
Alors, bon, je fais l'émission depuis maintenant, ça fait 2 ans, depuis 2020. Alors, avènement du Covid, ça a été un peu compliqué de Ouais. pouvoir me déplacer en dehors du Togo à proprement parler. J'ai eu l'opportunité d'aller au Mali, d'aller aussi au Sénégal. Donc, ça me permet de pouvoir aller Ouais. visiter et voir un peu la culture. Alors, souvent, je me penche sur un sujet Mhm. précis, mais j'avoue que le destination culture qui m'a le plus bouleversée, en fait, c'est d'être allée à la rencontre de femmes, euh, pas très très loin de Lomé, à quelques kilomètres, qui fabriquent des poteries en terre cuite. D'accord. Et elles m'ont ouvert complètement leur cœur et leur village, puisqu'elles sont allées chercher l'argile Mhm. directement dans les galeries et on a fait ensemble la poterie. Donc j'ai eu la possibilité de les suivre du moment où elles vont chercher la terre au moment où elles Faire finissent en fait ouais, les les objets. poteries. Mhm. Et c'est vraiment extraordinaire de voir la valeur des femmes et ce qu'elles sont capables de faire. Mhm. Donc c'est vraiment ce qui m'a le plus touchée. Et quelles sont leurs histoires à ces femmes, justement? Ces femmes, c'est là où je dis souvent que je respecte énormément la femme africaine, Ouais. parce qu'elle porte tout. Elle Mhm. porte tout sur les épaules, elle porte la famille, le mari bien sûr, Les enfants, les enfants, bien sûr, l'éducation. l'éducation, Ouais. une énorme, le poids aussi de toutes les conventions. Mhm. Et souvent, je les vois partir, il est 4h, 5h du matin, vous savez, bon, je ne suis pas debout forcément Oui, à bien 5h du sûr. matin, mais Ouais. il m'arrive dans les déplacements de voir les femmes quitter Mhm. la maison, faire des kilomètres à pied avec un chargement sur la tête et aller vendre la marchandise, aussi Au faire à manger au marché. marché, etc. Ouais, ouais. Et en fait, toute l'économie passe à travers les mains des Les femmes. femmes. Et malheureusement, ce ne sont pas elles forcément qui s'enrichissent. Ouais. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai une énorme une affection particulière pour toutes les femmes africaines. Et elles ont vraiment énormément de poids sur les épaules. J'imagine. Et quels sont leurs messages? Comment elles le vivent au niveau émotionnel? Quand vous avez fait le reportage près de ces femmes africaines, quelle était l'expression de leur visage? Il y a une forme de résignation. Alors, l'expression des visages, c'est beaucoup de gravité. Ouais. Beaucoup de gravité parce que la plupart, alors ce sont dans le savoir-faire, dans l'artisanat, souvent Mmh. c'est des artisanats qui ne sont pas des artisanats qui sont productifs, oui, mais ne sont pas nécessairement, n'apportent pas beaucoup d'argent. Donc en D'accord. fait, on sent qu'il y a la nécessité de travailler Mmh. et ça ne va pas vous rapporter énormément d'argent. Donc souvent, elles cherchent comment pouvoir évoluer, Ouais. avoir des microcrédits. Donc c'est vrai que souvent sur leur visage, je vois de la résignation. Il y a la fierté, bien Mmh. sûr, De de pouvoir faire ce qu'elles font, contribuer oui, justement au mais foyer. derrière, il y a quand même un peu de désarroi. Beaucoup de déception. De la déception, du désarroi, parce qu'on travaille, Mmh. mais on n'avance pas. Et je pense qu'il faut avoir la possibilité de se déplacer, de quitter l'Europe, Mmh. 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 d'aller en Afrique, d'aller dans tous les pays en fait Ouais. qui sont en voie de développement, comme on dit, Mmh. pour se rendre compte de la difficulté que vivent la majeure partie des gens. En fait. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte parce qu'on n'y est pas. Et moi, je suis toujours partisane de dire qu'il faudrait que même les jeunes puissent partir, les jeunes, les femmes, ou parce qu'ici en Europe, beaucoup se plaignent, hein, mais d'aller voir directement sur le terrain ces femmes courageuses et ces hommes aussi, parce qu'il y a Oui, beaucoup bien d'hommes sûr. aussi qui Oui, sont oui, oui. courageux, et de pouvoir vivre ne serait-ce que 10 jours avec eux pour pouvoir voir leur vécu, leurs sentiments, leurs émotions, de partager justement ensemble, de faire des expériences, parce que ce sont des expériences. Je pense que ça vous a touché, leur Ah, combat? moi, ça me touche au quotidien. Ça me touche au quotidien quand je vois des hommes et des femmes, des enfants aussi qui essayent. Alors, ce qui est assez impressionnant, souvent ici en Europe, en Occident, on est contre le travail des enfants. Oui. C'est quelque chose, bien, c'est normal. Mm. Un enfant n'a pas à travailler. Ouais. Un enfant doit pouvoir aller à l'école, pouvoir apprendre et puis espérer avoir un bon travail. Mais quand on est sur le terrain, c'est compliqué. Ouais. On ne peut pas fonctionner de la même façon. Quand vous avez une famille, le papa, la maman, toute la famille travaille. Les enfants contribuent en grande partie aussi au ménage, aussi. au travail. Ils Oui, ont oui, bien quel sûr. âge? À partir de quel âge là-bas ils travaillent? Alors,
travailler pour rémunération, c'est un peu compliqué parce que souvent c'est autour d'une dizaine d'années que vous voyez des enfants qui vendent dans les rues, mais c'est quelque chose de logique en fait. Il n'y a pas cette donnée occidentale et souvent ça c'est le fait d'avoir vécu, de travailler sur le terrain et d'être aussi en grande partie en Afrique, c'est que les valeurs occidentales, les valeurs européennes ne sont pas les mêmes que celles que l'on a en Afrique à proprement parler. Donc, ce que nous exigeons de nous-mêmes, de nos sociétés, c'est très difficile de les appliquer dans des pays où les gens se cherchent, ont besoin. Vous savez, quand vous partez, Inda, le matin, et je le vois, moi, c'est mes voisins, quand j'habite en ville, je vois mes voisins qui partent le matin et qui ne savent pas si le soir, ils vont trouver à manger, s'il va y avoir de l'argent qui va rentrer. Donc, c'est une problématique quotidienne de pouvoir avoir un peu d'argent pour payer son transport, pour pouvoir gagner quelque chose, pour pouvoir se nourrir et donner à manger à sa famille. Donc, on n'a pas les mêmes prérogatives. On ne peut pas avoir du tout le même mode de fonctionnement de pensée en Occident, en Afrique. Alors, moi, c'est parce que je suis spécialiste de l'Afrique et que j'y suis la majeure partie de mon temps. C'est la même chose en Amérique latine, c'est la même chose en Asie mineure, etc. Dans beaucoup de pays en voie de développement. Souvent, les Européens, les Occidentaux ont tendance à faire un peu à donner des leçons, mais on ne peut pas appliquer ces leçons à la lettre quand on sait la vie que l'on a dans des pays où c'est difficile de trouver de quoi se nourrir au quotidien, Inda. Ça me touche énormément, en fait, ce que vous venez de dire, parce que au niveau des émotions, je ressens vos émotions, et c'est monté d'un coup, et le fait de se dire, ils vont sortir, mais ils savent pas si le soir ils vont rentrer et avoir de quoi manger. Oui. Voilà, c'est vraiment quelque chose de fort, de dur, de voir ça. Et c'est le quotidien de millions de personnes en Afrique. Alors, je ne veux pas faire moi-même je ne veux pas donner de leçons, mais que les personnes qui nous écoutent et qui, on est en pleine période électorale en France, mais que les personnes qui nous écoutent ne se rendent pas forcément compte de la difficulté que vivent au quotidien certaines personnes qui sont tentées de partir au péril de leur vie, venir en Europe, tenter leur chance, parce que, mine de rien, la misère que l'on vit, elle semble toujours meilleure à vivre hors de chez soi que dans son propre pays. Oui, parce qu'ils rêvent, ils se disent, en Europe, ou même en Amérique, Canada, enfin dans tous ces pays-là, ils ont une chance de s'en sortir, de travailler. Dans leur tête, c'est ce qu'ils se disent. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que à cause de ça, des milliers de jeunes Africains sont morts dans les mers et des fois même rejetés par l'Occident, rejetés ou même méprisés. On les voit justement à Paris sous des tentes et tout. Et c'est vrai, en fait, je me pose la question de comment ça se fait que beaucoup de personnes n'ont pas conscience de cette souffrance-là. Alors moi, j'ai une réponse qui est un peu toute faite. Je pense que souvent, c'est l'ignorance. Je pars du principe que quand on est ignorant de ce qui se passe en dehors de son foyer, de son cadre, on ne sait pas. Et quand on ne sait pas, ça fait peur. Et souvent, ce qui fait peur, on veut le maintenir, on le rejette, on le maintient à distance. Et donc, du coup, cette différence... le fait qu'on n'a pas la même couleur de peau, qu'on n'a pas la même religion, fait énormément peur aux gens qui, justement, qui sont un peu nombrilistes. Et c'est le cas. Alors, je ne suis pas anti-française, bien au contraire, j'apprécie et je suis une amoureuse de mon pays aussi, comme jamais. Mais les Français ont un peu tendance à ne penser qu'ils sont le centre du monde. Et ça se voit encore plus quand on est à l'extérieur, quand on vit en dehors du continent européen. Quand on voit la France et en fait la position des Français à l'étranger, le Français est considéré comme étant encore un peu un colon. Et le comportement et l'état d'esprit des Français, c'est que c'est la France avant et que l'Afrique après. Non, puis que la France, tout tourne autour de la France et que tout est auto-centré sur la France. Alors que non, la France, c'est un pays d'Europe qui vit, on est sur une planète et qu'il y a une interaction, on a beau faire tout ce qu'on veut, mais il y a une interaction entre les pays et que
on a le droit de pouvoir, oui, moi je pars, je suis aussi en grande partie au Togo, j'y suis particulièrement bien accueillie et je trouve normal que les personnes qui viennent en France le soient aussi. C'est cette, voilà, des interactions qui sont importantes. Mais en fait, ce sont des messages très profonds, ce que vous nous parlez, enfin ce que vous dites là en ce moment, c'est à la fois donc ce côté humain, ça m'a touché hein, au niveau émotion là, le fait que des êtres humains n'ont pas de quoi manger, et on le voit. Hein. Vous parliez d'ignorance, mais aujourd'hui, à l'heure du numérique, on peut plus être ignorant. On voit tellement de choses, que ce soit dans les réseaux, que ce soit à la télé. On voit cette misère. On voit des enfants qui meurent de faim tous les jours. On peut plus dire ouais, je suis ignorant, c'est pas possible. Je pense que c'est aussi une qualité de l'âme. C'est des personnes, par exemple, si on voit aussi des personnes qui sont dans l'humanitaire. Ils quittent, par exemple, la France ou le pays où ils sont pour aller faire des missions avec des orphelins ou permettre de creuser des puits. On le voit, je pense que c'est propre à chacun. Oui, ça appartient à chacun en fait. Comme vous disiez, l'ignorance, effectivement, les réseaux sociaux montrent maintenant, on ne devrait ne plus jamais, enfin plus jamais rien ignorer. Le problème, c'est l'ignorance du cœur. C'est ça. Plus que le savoir et le faire savoir, c'est l'ignorance du cœur. Et souvent, les gens s'enferment un peu dans leur logique et sont auto-centrés. Et je pense que c'est très important, vous le disiez, qu'il y ait des possibilités de faire des missions à l'étranger. Bien sûr. Et d'aller s'enrichir de la culture de l'autre. Parce que ça nourrit et ça rend encore plus fort et encore plus riche. Je ne parle pas d'argent, mais je parle de la richesse du cœur et du savoir. C'est ça le plus important. Et vous êtes en France, là, vous êtes venu à Paris, vous avez quitté Lomé pour venir à Paris. Pourquoi ? Alors pour d'abord une raison familiale, parce que bon, je viens régulièrement pour retrouver ma famille, et puis aussi une raison un peu civique. J'ai choisi le mois d'avril parce que c'est le moment où je ne voulais pas louper le vote, et donc du coup pour voter. Ah oui, je voulais absolument ça c'est une bonne citoyenne, voilà. Voter. Oui, je suis citoyenne, et donc je pense que chaque vote est décisif. Et on ne peut pas choisir. Bon, on fait ce qu'on peut parce qu'on n'est qu'une petite goutte d'eau dans l'océan, mais que le fait de je ne veux pas qu'on loupe ce rendez-vous républicain. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle j'étais là au mois d'avril. Goutte d'eau, mais on va dire c'est les gouttes d'eau qui font l'océan. Hein. Oui, tout à fait. Chaque goutte d'eau, on arrive à remplir, et si chacun apporte aussi sa petite pierre à l'édifice, on peut aussi changer les choses. Cathy, vous battez beaucoup pour le vivre ensemble. Oui. Quel serait le message à dire à ceux qui nous suivent sur RTV ? Vous pouvez justement leur parler. Alors un message pour le vivre ensemble. Moi, je suis des personnes qui sont prêtes à comprendre, à avoir le cœur ouvert en fait vers l'autre. Et je pense que c'est une priorité que de savoir ce que font les autres et de ne justement pas les ignorer. Et donc, même si je suis profondément républicaine et on va dire pas particulièrement religieuse, hein, j'ai une foi. Là, pour moi, ma foi, elle s'inscrit dans une force de l'univers. Ouais. Et je trouve extrêmement important que chacun puisse respecter la religion et la foi de l'autre, quelle qu'elle soit. Et c'est pour moi extrêmement important justement d'avoir ce mélange et cette fluidité entre les gens pour qu'on arrive à se comprendre. Et c'est vrai que moi, je remercie Hinda, qui est une amie de longue date, on va pas le cacher, de m'avoir invitée à ce rendez-vous et de pouvoir aussi démontrer qu'une personne française, blanche, on va dire, voilà, peut-être on va dire chrétienne, voilà, puisse dialoguer, échanger et puisse aussi prendre de la religion de l'autre pour aussi me rendre plus forte et plus responsable et être à l'écoute encore de plein de choses. Et on va dire aussi, c'est beaucoup plus fort qu'une fraternité, c'est beaucoup d'amour.
Oui. Il y a beaucoup d'amour entre nous et ça c'est important justement, c'est un beau message parce que comme vous disiez, confession chrétienne, moi de confession musulmane et pourtant nous sommes très 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 proches et nous sommes devenus encore plus proches et c'est vrai que on œuvre beaucoup pour le vivre ensemble, chacun justement dans son coin ou dans sa chaîne de télé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on entend le climat actuel, qu'on utilise beaucoup l'islam pour des raisons politiques, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'ai peur, en fait. J'ai vraiment peur. Et alors, est-ce que je me sens comme si je ne savais pas, que j'arrivais pas à faire les choses un peu inutiles, mais justement, j'essaye de lutter contre ça. Dans le sens où mon objectif, moi, si je me dis, si je suis arrivée sur cette terre, c'est de permettre peut-être d'être juste un petit maillon. Si je pouvais être simplement ce petit maillon pour rassembler des chaînes et faire en sorte que les gens se comprennent entre eux, ça, ce serait vraiment extraordinaire. Parce que la plupart des Français ont peur de l'islam. Il y a une diabolisation qui est faite depuis très longtemps. Hein. C'est pas simplement avec certains candidats maintenant qui ne sont pas passés au second tour forcément, mais qui diabolisent l'islam alors que c'est une religion de paix et d'amour. Et Inda me l'a suffisamment répété et moi je le vois suffisamment autour de moi pour l'attester. Je pense qu'on peut apprendre des uns et des autres par la religion, même si moi, fondamentalement, je suis laïque. On va dire comme ça. Mais c'est important que chacun puisse vivre naturellement sa religion, ses croyances, peut-être sans ostentation, parce que bon, c'est important aussi de le faire dans l'intimité, mais de faire en sorte que les gens se disent non, on a beaucoup à apprendre les uns des autres, et c'est ça qui fait la richesse d'une nation, c'est ça qui fait la richesse des hommes. Eh bien, merci Cathy Crucy, merci d'être venue de Lomé pour cette interview dans la chaîne TV. Et en tout cas, c'est vraiment un très beau message. C'est vrai que moi, je suis quelqu'un d'émotionnel. Hein. Au niveau de... Là, c'est un beau message. Il y a tellement... Et quand on parle d'amour, quand on parle de vivre ensemble, quand on parle d'humain, moi, ça me parle. Et merci encore. Merci d'être là. Et... Continue à transmettre ton message d'amour, ton message de vivre ensemble, ton message de paix et d'ouverture des consciences. Aujourd'hui, on apprend de l'autre, on apprend de la religion de l'autre, on apprend de la culture de l'autre. Et puis, n'oubliez pas, votre richesse, c'est aussi la richesse des autres. Merci et je vous dis à bientôt pour une nouvelle édition de Interview.